veulent quitter la salle maintenant, je laisse sortir. Donc on va entamer une discussion autour de ce film. Moi-même, je suis Dimitri Véziroglou, je suis professeur d'histoire du cinéma à l'Université de Lorraine, ainsi que mon collègue Fabrice Montebello. Dans le prolongement d'une activité universitaire qui s'est déroulée ces 2 derniers mois entre la France et l'Italie, sur la circulation du cinéma italien en France et du cinéma français en Italie, nous avons souhaité donc organiser cette discussion autour du film de Mario Monicelli, les camarades que vous venez de voir maintenant. Et nous sommes très heureux de vous présenter. Donc je commence par Jean Gilly, qui est à votre droite. Jean Gilly, qui est professeur émérite d'histoire du cinéma à l'université Paris 1 et qui est des grands spécialistes du cinéma, grand spécialiste français du cinéma italien, et en particulier de Mario Monicelli, le réalisateur du film que vous venez de voir, sur lequel il a beaucoup travaillé et avec lequel il a fait de nombreux entretiens, et également de Marcello Mastroianni, le protagoniste, l'acteur protagoniste du film que vous venez de voir et auquel le Festival de Villerue cette année rend hommage. Ça aurait été ses 100 ans, Marcello Mastroianni, cette année. Marcello Mastroianni, auquel Jean Gilly a également consacré un ouvrage. À la droite de Jean Gilly, donc Nadège Mariotti, qui est maîtresse de conférence à l'UFR d'histoire de l'Université de Lorraine à Metz, et qui est spécialiste donc de l'image, du monde du travail et des gestes industriels dans le cinéma. Et Valerio Colladonato, qui est professeur à l'Université La Sapienza de Rome, qui est venu exprès, à la fois pour le colloque, la deuxième partie du colloque qui s'est déroulée à Paris hier et avant-hier, et pour cette discussion avec vous, et qui est spécialiste en particulier de l'histoire de la production cinématographique, notamment dans ces années 1950-1960. Avant que de lancer la discussion, Fabrice, je te laisse lancer la discussion, entre eux et avec vous, entre eux et vous. Je vais laisser Fabrice vous interpeller, peut-être pour avoir déjà vos premières réactions sur ce film tout à fait particulier dans l'histoire du cinéma italien et dans l'histoire du cinéma franco-italien, je tiens à le préciser. Merci beaucoup, Dimitri. Oui, je voudrais vraiment vous faire réagir, notamment les lycéens et les étudiants qui sont présents à cette projection. Donc, vous êtes très jeunes et évidemment, on a ce qu'on pourrait appeler un vieux film, qui est aussi un classique du cinéma. Donc, je voudrais savoir simplement si ce film est très vivant pour vous, qui l'avez vu pour la plupart d'entre vous pour la première fois. Et juste avant, les conditions de programmation du film, c'est... le festival nous a demandé de choisir un film parmi les films programmés dans le cadre de la thématique travail, travailleurs et algorithmes. Donc c'est vraiment la thématique du travail à l'ère de la digitalisation. Comme vous le savez, la salle de l'Arche est construite sur des friches industrielles. L'usine de Micheville, qui était la principale usine de fabrication de l'acier à Villerue, du début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 60-70. Avant de vous passer la parole, je vais vraiment vous passer la parole, mais je voudrais faire des petits sondages. Le festival est maintenant très ancien et ce thème du travail des travailleurs renoue avec les origines ouvrières du festival, parce que c'est vraiment un festival qui est le produit de la culture cinématographique ouvrière. Il fut un temps où le style de vie de la classe ouvrière était inséparable de la sortie au cinéma et aussi d'une forme de conscience politique et sociale qui était aussi construite par l'intermédiaire de ces grands films italiens des années 60-70, dont la plupart des professionnels et réalisateurs étaient engagés à gauche. Et donc je voudrais savoir si parmi vous il y a... alors je m'adresse aussi bien à des étudiants qui sont français que des étudiants luxembourgeois.
Je voudrais savoir parmi vous, vous levez la main simplement, combien de personnes ont au moins un parent ou un grand-parent d'origine étrangère, c'est-à-dire non français, non luxembourgeois. Levez les mains. Ok, très bien. Nous sommes dans une région d'immigration, travail et immigration, ça va ensemble. Je voudrais savoir parmi vous qui a un parent ou un grand-parent d'origine italienne. Ouais, ça se superpose un peu, mais pas complètement, donc il y a un peu moins que... je voudrais savoir qui parmi vous comprend l'italien ou a fait un peu des études d'italien. Oh, ouais. Il ne me reste plus qu'à vous demander si vous avez globalement apprécié ce film, s'il vous a fait plaisir, et pour moi, la question est indépendante de savoir si c'est un grand film pour vous. Ok, très bien. Donc peut-être s'il y a des lycéens ou des étudiants qui ne sont pas trop timides, vous pouvez, ceux qui veulent réagir par rapport à l'émotion qu'ils ont ressentie à la vue de ce film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Oui, bien, là, ok. Levez-vous, levez-vous. Allez-y. Bonjour. Vous vous appelez comment? Vénus. Vous venez de quel lycée, université? L'université de Lorraine. Ok, quel département? Nancy, du coup. À l'IEC, à Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel? Non, je suis sens italien. Ah ok, très bien. Du coup, pour moi, ce film, moi je fais italien depuis que je suis au collège. Et ce genre de film, je regarde pas souvent, mais je trouve qu'il était intéressant au niveau des conditions ouvrières et de la grève qu'il y a eu là-haut. Et même s'il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément, je trouvais ça intéressant, le film et les acteurs, etc., et comment c'est fait. Et, même de la façon dont c'est tourné, je trouve que pour un film qui date, les angles de vue, etc., sont plutôt bien faits. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut réagir? Oui. Du coup, bonjour. Je suis Noémie Servet, du coup, en licence 3 cinéma à la fac de Metz. Du coup, moi j'ai trouvé ce film super bien. Je trouve qu'il décrit parfaitement, qu'il arrive parfaitement à ses fins, puisque j'ai ressenti beaucoup d'émotions, surtout à la mort d'Homero. À notre époque, il y a une série connue, La Casa de Papel. Et j'ai reconnu, du coup, maintenant j'aurai la ref du professeur. Je trouvais ça intéressant parce que je ne m'y attendais pas sur le coup. Et je pensais que j'allais dormir, mais j'ai été happée tout le long. Et du coup, c'était vraiment cool. Et même s'il était en noir et blanc, ça m'a pas dérangé du tout. Et non, franchement, c'était un très bon film. D'autres réactions? J'en profite puisque vous avez parlé de la mort d'Homero à la fin du film. Peut-être que ça vous rappelle une autre mort célèbre d'un enfant. C'est pas au cinéma, enfin, ça a été aussi au cinéma, mais c'est d'abord en littérature. Oui, voilà, hein, c'est Les Misérables, et c'est pas la seule référence aux Misérables dans le film. Il y a la femme qui se fait couper les cheveux aussi pour vendre ses cheveux, celle qui se prostitue. Il y a une circulation de références dans ce film aux Misérables, et vraiment on a la mort de Gavroche en fait, effectivement, avec la mort d'Homero à la fin, il me semble. C'était juste pour compléter ce que vous veniez de dire. La mort de l'enfant, moi, m'a fait penser à celle dans Germinal, en fait, quand il y a toute cette procession dans le coron, enfin, avec la Maheude, il me semble qu'il pleure son enfant, et puis, il y a beaucoup de parallèles, je le trouve, avec ce livre-là, donc voilà. Vous avez tout à fait raison, effectivement. En plus, Germinal, on l'a vraiment sur... C'est la mine, hein, mais
c'est aussi voilà, sur cette question de cette période, et cette question de la mobilisation ouvrière dans les premiers temps, on va dire, du mouvement ouvrier, parce qu'on est vraiment là dans les tout premiers temps du mouvement ouvrier, mais on va y revenir à l'instant avec nos intervenants. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, mais je suis prêt à remonter, lever la main. Mais, dans la voiture de Metz à Villerue, on a eu une discussion entre spécialistes de cinéma et il y avait un désaccord. On se demandait si c'était un film qui relève du genre de la comédie à l'italienne. Jean estimait que oui, et Dimitri rappelait que quand même c'est un film extrêmement grave et que c'est pas très drôle. Donc, alors, certaines scènes sont drôles, évidemment, c'est l'enjeu. Oh, pardon, il n'y a pas d'escalier ici. Donc, c'est une manière d'introduire à Jean Gillis, grand spécialiste du cinéma, et notamment de la comédie italienne. Il y en a un, il marche? Oui, il marche. Bon. Alors, je crois qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte avant d'aborder la question de savoir si c'est ou non une comédie. On est au début des années 60. Au début des années 60, c'est la Dolce Vita, c'est l'Avventura. Le cinéma italien connaît une période exceptionnelle. Et à côté de ces auteurs canoniques, presque des classiques, il peut y avoir des classiques en littérature, il y a aussi des classiques en cinéma. Et on réfléchit, après ces films-là, on découvre, quand on s'intéresse au cinéma, que cette richesse du cinéma, elle est dans ces classiques, précisément, mais elle est aussi dans des films qui, a priori, ne le sont pas, hein, et qui, d'une certaine façon, le deviennent. Parce que pour moi, Les Camarades, c'est un classique tout autant que la Dolce Vita, ou que 8 et demi, tout autant. On n'est pas tout à fait dans le même type de film, mais on est quand même dans une espèce de maîtrise. Donc on est à une époque où le cinéma italien est d'une richesse inouïe. Et une des raisons pour lesquelles il est d'une richesse inouïe, c'est parce qu'il ne s'interdit rien. Se lancer, quand on sait ce qu'est un film de ce type, le coût que représente un film comme ça, hein, en termes de décor, en termes de comédiens. Et d'ailleurs, c'est une coproduction. C'est une coproduction italo-française. Hein, coproduction qui est clairement identifiable grâce à la présence d'un certain nombre de comédiens français qui sont partis tourner en Italie. Et, petite parenthèse, il n'y a pas de barrière de la langue, c'est ce qui explique aussi le succès et le nombre considérable de coproductions. Il n'y a pas de barrière de la langue parce qu'on n'enregistre pas le dialogue pendant le tournage. C'est le principe italien, on double. C'est-à-dire après le tournage, on double et on va doubler Annie Girardot, parfaite voix italienne et qui joue une prostituée italienne, c'est la caractéristique aussi de ces acteurs français, et qui est l'épouse à l'époque de Renato Salvatore, qui est l'autre, celui qui part à la fin. Hein, voilà. Salvatore et son compagnon. Salvatore et son mari, légitime. Même Luchino Visconti, qui était leur témoin de mariage à Paris, se sont rencontrés sur le tournage de Rocco et ses frères. Ses frères. Et ils ont fait une fille. Une coproduction. Voilà. Une coproduction. Voilà. L'idéal de la coproduction, quoi, faire de beaux enfants. Et je pense que ce film est un bel enfant. Hein. Il fallait un sacré courage pour se lancer là-dedans. Alors en plus, on a l'anecdote. On sait que Monicelli était à Paris, il l'a raconté dans plusieurs entretiens. Il déambulait le soir à Paris en sortant du restaurant. Il était avec le producteur, un des plus gros producteurs italiens de la période, qui est Franco Cristaldi. Et en marchant, il discute et il dit « Pourquoi on ne ferait pas d'enfant un film ?» Parce que le problème le souci qu'avait Monicelli, c'est qu'il venait de faire La Grande Guerre, qui a eu un immense succès avec Gassman et Sordi. Et d'ailleurs,
par parenthèse, Zordi était prévu au début comme étant un des protagonistes des camarades, et finalement Zordi se retirera pour diverses raisons, y compris idéologiques. C'est un film très engagé. On ne s'attend pas forcément à découvrir dans un film qui, par ailleurs, en direction du public, il est plutôt vendu comme une comédie, et qui comporte des éléments incontestables de comédie, mais qui n'est certainement pas, qui ne s'épuise pas avec l'épithète de « c'est une comédie ». C'est un drame shakespearien, en réalité. Il y a une force dans ce film. Et donc, ils vont tourner ça, et la difficulté aussi, c'est que nous sommes avec un budget qui est relativement confortable, mais qui les amène tout naturellement à choisir de tourner en décor réel. Et alors, ce qui est admirable dans le film, il faudrait y faire attention, le revoir une deuxième fois, c'est qu'en réalité, il est tourné, on a parlé de cette question de, comment dirais-je, de la ville artificielle. Alors, le lieu réel, c'est la fin du 19e siècle, et c'est Turin. Bon. Mais le film n'est que très partiellement tourné à Turin, très partiellement. Pour l'essentiel, il est tourné en Yougoslavie. Et pourquoi en Yougoslavie? Parce qu'en Yougoslavie, il y avait encore des usines, ces usines avec les courroies, où la force motrice, il y a un seul moteur qui entraîne un axe avec des courroies qui vont passer sur différents axes et transporter l'énergie à travers de vastes hangars qui sont des usines où les ouvriers travaillent dans des conditions... Bon, j'ai rarement vu, je dois dire, dans des films sérieux, j'ai rarement vu une description du travail aussi dramatique, notamment les horaires. Hein, le film insiste beaucoup sur ces horaires qui commencent quasiment à l'aube et se terminent tard le soir, et il faut tenir le coup, et on risque même de se blesser parce qu'on peut avoir des somnolences. Bon. Donc ils ont trouvé des usines qui existaient encore, et notamment aussi, parce qu'en Italie ça avait à peu près disparu, des locomotives à vapeur. Parce qu'en Italie, l'électrification était arrivée dès les années 30, donc elle n'était pas totale, mais enfin, il ne restait plus beaucoup de locomotives à vapeur. En Yougoslavie, le parc de traction était un parc de locomotives à vapeur. Donc, on a organisé un tournage dans différents lieux où on colle, hein, on colle les espaces. On est à Turin, on est en Yougoslavie, et on se sert de ces éléments authentiques pour arriver à donner une certaine authenticité au film. Parce qu'un des aspects, le film d'enfant, c'était un gros risque. Hein, essayer de monter ça, faire en sorte que ce soit crédible, utiliser ce panel d'acteurs que Monicelli savait diriger admirablement, parce que, comme toujours dans ces films italiens, il y a à la fois de grands professionnels, et puis il y a aussi de non-professionnels qui sont recrutés parce qu'ils ressemblent aux personnages. Très souvent, c'est le cas des enfants ou des adolescents que l'on recrute sur place, et on arrive à ce résultat. Alors, ce résultat, finalement, à mon sens, la balance pense plutôt du côté dramatique. Et le côté comique qui est présent, hein, on s'en soucie quand même. Hein. On sent que Monicelli ne veut pas oublier qu'il est Monicelli. Parce que pour vous, ça ne dit pas grand-chose, mais Monicelli, c'est un des grands maîtres de la comédie italienne ou à l'italienne, moi je préfère italienne, avec des gens comme Dino Risi ou Luigi Comencini, dont vous allez voir, il va sortir en salle un film qui raconte les relations de Comencini avec sa fille, et qui nous fait découvrir un individu d'une très grande sensibilité. Monicelli, que j'ai assez bien connu, et comme tu l'as rappelé, interviewé à plusieurs reprises, je crois que d'ailleurs dans un des entretiens, il évoque ce film-là, hein, et explique justement où est-ce qu'il a tourné, justement l'anecdote de la promenade nocturne à Paris, d'où vient l'idée de tourner ce film-là, de se lancer dans cette entreprise qui était typiquement une entreprise casse-gueule, hein, et qu'on sauve grâce au travail les techniciens, les chefs opérateurs, les décorateurs. Alors, justement,
je te coupe la parole, on reviendra ensuite à la suite. Puisque tu évoques cette question, je voulais donner la parole à Valerio pour situer justement dans la carrière de Comencini Domenichelli ce film. Entre parenthèses, je souligne que notre désaccord sur est-ce que c'est un drame ou est-ce que c'est une comédie que Fabrice a mise en scène tombe à l'eau, puisque nous sommes tout à fait d'accord. Mais on pourra éventuellement reprendre la discussion après. Valerio. Oui, merci. Non, mais c'est fascinant, cette anecdote que Jean-Julie évoque de la promenade. J'ai lu dans cette interview que c'était en effet dans la place de la Bastille que Bonicelli imagine ce qui aurait dû être l'événement historique que nous connaissons, mais dont il ne voyait presque trace matériellement. Et il se disait comment on peut reconstruire des événements de cette ampleur, la prise de conscience d'une masse, la formation d'un peuple en tant que sujet de l'histoire, et pour choisir effectivement un contexte et un moment historique lié à son propre pays, c'est là qu'il se tourne vers les grèves, les mouvements ouvriers à Turin, en faisant aussi une recherche, des enquêtes historiques. Il y a à la fois des textes du mouvement socialiste publiés dans les années 10 qu'ils utilisent en tant que source historique pour écrire le film, mais il y a même des entretiens avec des personnes qui avaient plus que 80 ans à l'époque de la production du film, mais qu'ils étaient très très jeunes lors des événements représentés, et donc qui lui et les scénaristes cherchent pour avoir un témoignage direct. Donc il y a vraiment un souci réaliste qui évidemment est important dans la tradition du cinéma italien, mais on n'est pas évidemment dans le néo-réalisme, on est effectivement dans un hybride qui mélange donc drama historique et comédie. Et donc je voudrais reconnaître, outre le rôle du producteur très important, comme le rappelait Jean-Julie, Franco Cristaldi, un producteur très courageux qui avait dans sa vision effectivement l'idée de créer des spectacles de qualité, et de s'adresser à un grand public tout en sauvegardant aussi les intentions des réalisateurs et une manière effectivement innovatrice et courageuse de faire du cinéma. Et ce n'est pas un hasard que son nom a presque la même taille, juste en dessus du titre du film, là dans cette affiche, presque la même taille que le réalisateur. Mais je cherchais tout à l'heure évidemment les noms des scénaristes, sauf erreur de ma part, je ne les vois pas. Mais c'est deux noms que j'aimerais bien que vous connaissiez, parce que peut-être vous allez les trouver aussi dans plusieurs autres titres, des films des années 50 et 60 qui sont présentés dans ce festival. Donc leur pseudonyme c'est Age et Scarpelli. Ils vont presque toujours en couple, et ils sont vraiment fondamentaux dans l'histoire du cinéma de cette époque-là, parce qu'ils font un travail extraordinaire sur le rythme des films, sur la langue, sur la capacité des mots à transmettre la position des caractères au sein d'une société, leur classe sociale, leur croyances. Et effectivement, dans un film où la prise de conscience est importante, tout ça se voit, mais ça se voyait encore plus dans les films précédents de Monicelli, avec le jeu entre le dialecte et la langue officielle, l'italien qui devenait de plus en plus répandu grâce aussi à la télévision lors de la deuxième partie des années 50 et au début des années 60. Donc on transitionnait de l'usage du dialecte à une forme un peu plus standard d'italien dans tout le pays. Donc il faut voir aussi cette dynamique, disons, entre le passé représenté dans le film, le présent où les spectateurs reçoivent le film et quand le film est produit. Donc Age Scarpelli avait, avec Monicelli, la capacité de raconter des groupes, des collectivités. Et donc
quand il y a plus de personnages dans un film, il y a moins d'espace singulier pour chaque personnage, donc il faut être plus synthétique et plus efficace, hein, à rentrer dans l'humanité de chaque personnage. Et c'est pour ça, effectivement, que l'écriture d'un film devient extrêmement important, et pas seulement, évidemment, le jeu des acteurs et tout ça. Et si vous regardez Le Pigeon, qui est un grand succès de 1958, où Monicelli imprime vraiment un tournant à l'histoire de la comédie en Italie, et qui est aussi un film choral, un film d'un groupe qui se met ensemble pour faire quelque chose de beaucoup moins ambitieux, voilà, que de ce qu'on voit dans ce film. Hein. C'est un Quelqu'un a vu Le Pigeon? D'accord, quelques-uns, pas beaucoup. Donc, voyez-le, hein, c'est effectivement aussi un grand classique. Avec Mastroianni aussi. Oui, tout à fait. Oui, il y a au moins deux acteurs en commun avec ce film, donc, ce qui démontre d'ailleurs la versatilité de ces professionnels, versatilité d'être des comédiens extraordinaires et effectivement d'être crédibles dans un film historique. Et encore juste un autre élément avant de passer la parole à Nadège, parce que le spécialiste des représentations du travail, je trouve qu'il faut mettre dans le contexte aussi l'aspect extraordinaire de se concentrer sur ces événements-là. Monicelli était proche du Parti socialiste, ce film est projeté dans un congrès du Parti socialiste. Il y avait effectivement à l'époque toute une réflexion autour des changements très rapides et bouleversantes des structures sociales et économiques en Italie. On le connaît sous la formule du miracle économique ou du boom économique. Donc en fait, les habitudes des gens changeaient, leur capacité à rentrer dans une consommation de masse augmentait. Mais on avait aussi une sorte d'atmosphère de, comment dire, une sorte de croyance dans un futur toujours marqué par une croissance interminable, quand on voyait le début de ce miracle et on pensait que la fin ne devait jamais arriver, vous voyez, et qu'on se lançait complètement dans toute cette transformation, et on ne voulait pas voir, on ne voulait pas forcément se souvenir, on ne voulait pas rester dans une tradition aussi de transmission de ce qui était la lutte sociale, la lutte de la classe ouvrière, etc. C'est qu'en effet, dans la réalité sociale, restait très très forte. Donc il y avait un peu une différence entre ce qui était la perception vécue et ce que le cinéma restituait à l'écran. Alors c'est un choix courageux aussi dans ce sens-là. Il y a des films qui vont dans différentes directions. On a évoqué Rocco et ses frères, qui est une histoire d'émigration du sud de l'Italie à Milan, mais qui amène à une désintégration de la famille. Chacun de ses frères va dans une direction différente, et justement, ils perdent la conscience collective de venir dans le même contexte. Et là aussi, on explore les conditions du travail. Il y a un autre film, Il posto d'Ermanno Olmi, qui est extrêmement beau, mais qui regarde l'impact sur un individu de ce que ça veut dire avoir un accès à un boulot qui n'est pas effectivement manuel, mais qui est un boulot d'une certaine manière petit bourgeois, ou d'aspiration petit bourgeoise. Et là, Monicelli va dans une autre direction. Alors il faut peut-être rappeler, parce que tu as parlé du boom économique, effectivement phénoménal, que connaît l'Italie, qui va faire accéder l'Italie au statut de puissance industrielle. Voilà, l'Italie, si on la prend tout ensemble, parce que vous savez que c'est un pays quand même très très contrasté et très divisé, même encore aujourd'hui. Mais le boom, en réalité, c'est une période qui dure relativement peu, qui dure 5-6 ans, entre la fin des années 50, 1958, 59, et
précisément 1963, qui est la date où ce film, si je ne me trompe pas, hein, c'est le début de la fin du boom, en fait. Et donc, alors que Rocco et ses frères était un film de 1960, on était en plein dedans, en plein dans le... Alors, c'est pas un film historique, c'est un film qui se passe, dont l'action se passe à l'époque où il a été tourné, mais on est en plein dans le boom. Là, on est un peu au début de la fin. Et peut-être que dans l'aspect, voilà, cette vision aussi très amère, hein, et très, très dure, très grave de la situation sociale, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais qui se joue quelque chose de ce moment 63 qui est un moment où on va passer un petit peu à autre chose. Enfin, oui, oui, tout à fait, je suis d'accord aussi, parce que c'est vraiment la capacité des réalisateurs évoqués tout à l'heure, comme Cini, Monicelli, Risi, mais plein d'autres, de faire des films qui ont une prise immédiate sur les transformations sociales. Soit à la fois quand ils portent à l'écran les histoires du présent, donc les personnages qui... la manière de changer sa propre langue, sa propre manière de s'habiller, de se présenter au public, donc ils sont en train de capter les transformations en direct de la société italienne, mais ils font ça aussi quand ils se penchent sur le passé, sur la représentation du passé, parce que ils trouvent la manière en fait de construire des ponts entre l'imaginaire du pays qui était effectivement un pays très divisé, qui avait moins de repères communs que par exemple la France, non, vous avez cité, non, deux œuvres majeures qui d'une certaine manière font un terrain commun pour les Français. Et là, en Italie, il y avait moins de ce terrain commun, et c'est effectivement aussi le cinéma qui contribue à construire tout ça, avec une réflexion critique sur son propre présent, qui passe par la récupération de moments du passé, transformés en spectacle pour le grand public grâce au cinéma. Alors justement, c'est cette image du passé construite avec en plus voilà, le talent immense, hein, du chef opérateur Giuseppe Rotundo, qui était le chef opérateur de Visconti aussi, et cette manière de saisir une réalité historique. Est-ce que voilà, Nadège, tu peux nous éclairer sur la manière dont ce film n'est pas seulement un film métaphorique, hein, on va dire, etc., mais c'est aussi une sorte de documentaire sur le passé. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans les premières minutes du film, une bonne première partie même du film, c'est qu'on a une vraie entrée pour le spectateur, pour qu'on comprenne exactement dans quel contexte va se dérouler l'histoire et toutes les actions qu'on va voir ensuite. Et Roger Houdin notamment faisait cette entrée du spectateur pour les documentaires, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et pour les films de fiction, ça marche tout autant, c'est-à-dire comment on prépare un spectateur finalement à rentrer dans l'histoire qu'on va nous présenter. Et ici, le générique est extrêmement intéressant, puisqu'on a des images d'archives. Donc quand on est historien, on est évidemment très sensible à ce genre de choses, mais ça permet effectivement de poser le contexte dans lequel peut s'installer le spectateur. Ce qu'on va vous dire, regardez comment ça s'est passé. Et donc il y a tout ce travail-là qui a été fait, qui est un riche travail d'archives, dont a parlé d'ailleurs notamment Valerio tout à l'heure, puisqu'ils ont travaillé sur les journaux de mémoire et autres supports. Et ensuite, si on regarde bien, les premières images nous placent dans un contexte. À ce titre-là, c'est un lieu commun finalement qu'on retrouve dans d'autres types de représentations de l'industrie au cinéma, que ce soit dans les films de fiction ou les films industriels de toute nature. On a la même chose, c'est-à-dire que vous aurez toujours, à un moment donné, dans les premières images, une présentation générale de l'usine. Donc là, on la voit avec sur le côté gauche une cité, donc on va comprendre que les premières images vont se dérouler là, à l'endroit où vivent les gens, mais en arrière-plan, vous avez l'usine et vous avez cette fameuse cheminée très classique, notamment du 19e siècle. Donc l'entrée, elle est très importante parce que on nous place directement dans le sujet lui-même. Et après, dans les autres lieux communs qu'on peut rencontrer, donc Jean a dit tout à l'heure, a parlé justement de l'horloge, c'est quelque chose qu'on trouve plus généralement dans les films militants, notamment,
parce que c'est une des revendications principales, justement, des ouvriers à l'époque. C'est la gestion de la durée, du temps qui passe, le temps de ne pas pouvoir faire son travail, en réalité. Et on le voit très bien dans le film, puisque c'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'ouvrier se blesse, et c'est ce qui va déclencher tout le reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films, en général, plutôt militants ou syndicaux. Dans les autres lieux communs qu'on peut avoir sur ce type de film, donc l'accident en est un majeur, mais on a toujours aussi, à un moment donné, qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas d'ailleurs, elle peut être suggérée, mais on a toujours une grève. Donc c'est ancré, j'ai envie de dire, dans la manière dont les ouvriers sont présentés. Il y a toujours, à un moment donné, cette revendication sociale qui apparaît. Souvent pour les salaires également, mais des fois le prétexte est mis en avant, donc à chaque fois c'est un prétexte. C'est un prétexte notamment pour le patronat, qui pour lui pense que, et c'est le cas d'ailleurs dans ce film-là, il n'y a aucune raison finalement de faire grève pour ça. Le prix de la vie humaine n'est pas tout à fait la même des deux côtés. D'un côté, on pense chiffres et économie, et de l'autre, on pense effectivement à nourrir sa famille et à vivre. On le sent très bien dans le film. En fait, le peu de choix que peuvent avoir ces ouvriers. Ils font grève, mais en même temps, ils s'excusent de la faire. Essayez de nous comprendre un petit peu. Mais non, vous n'avez pas de raison. C'est notamment l'ingénieur qui le dit à un moment donné. Dans un contexte tout de même d'organisation capitaliste encore très brutale et je dirais même quasiment rudimentaire par rapport à ce qui pouvait se passer dans d'autres pays au même moment, notamment la France. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les lois ne sont pas tout à fait les mêmes, elles n'ont pas lieu au même moment, et en France, on a déjà réglé quelques-uns de ces problèmes-là, entre guillemets, au niveau législatif. Ça ne veut pas dire que ce soit réglé dans la réalité, hein. Mais au niveau législatif, on est effectivement, parce que là, le film, c'est 1888, hein, le contexte d'origine. En France, on a déjà une loi qui interdit le travail de nuit pour les enfants en 1874 et qui limite aussi le travail des femmes, notamment dans les mines, au fond. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas, hein. Elles travaillent beaucoup et au jour, et le travail des enfants. Puisque j'enchaîne sur justement les métiers qu'on peut apercevoir ou ce qu'on peut voir dans ce film, il est très juste au niveau des différentes postures. Donc on s'en rend compte, c'est suggéré dans ces premières minutes, dans cette première partie, où on voit notamment les hommes. Donc il y a deux cas de figure, il y a les hommes qui ont un métier plus qualifié, qui sont là pour entretenir les machines, parce que sans les machines, plus rien ne fonctionne, qui sont là pour générer l'énergie, dont parlait tout à l'heure Jean, hein, avec le système de chaudière qui alimente effectivement les machines à vapeur. Et ensuite, les femmes, elles ont un rôle plus discret. On les voit, mais on ne voit pas très bien ce qu'elles font. À un moment donné, elles ont cet appareil qu'on appelle une navette. Hein, quand on fait un peu de tissage, on connaît ça. Ou un peu de raccommodage, si ça se fait encore. On connaît ça. Hein, donc, elles sont là pour alimenter effectivement la machine en bobine, en fil. Hein, donc, vous avez la chaîne qui est la trame, enfin, qui est le fil vertical, et vous avez la trame qui est horizontale, et donc elle passe entre autres les navettes pour pouvoir créer justement le croisement entre les fils pour créer du tissage. Et vous avez à certains moments, je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention, mais moi je suis très avide de ces types d'images, vous avez effectivement des femmes qui ont l'air d'avoir une sorte de chevalet devant elles, et on ne sait pas trop ce qu'elles font, elles retirent un certain nombre de choses. Donc ce sont les petits fils qui en fait n'ont pas été pris, et qui permettent ensuite d'avoir un tissu impeccable. Donc ce sont des travaux extrêmement minutieux, c'est aussi pour ça que ce sont des femmes qui les font. Et puis vous avez les enfants. Donc les enfants, on les utilise pourquoi? Parce qu'ils sont de petite taille, parce qu'ils peuvent bouger plus vite qu'un adulte, et eux, ils sont chargés effectivement de démêler ce qui coince en dessous des métiers. Donc inutile de vous dire que la place est peu confortable. Voilà. Donc voilà donc dans ces images un contexte extrêmement important. Et par rapport aux hommes, une dernière chose, vous avez le contremaître qui est présent et qui surveille effectivement l'atelier pour que tout fonctionne très bien. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, dans les bureaux, donc vous allez avoir l'ingénieur, vous allez avoir le maître d'œuvre, celui qui surveille. Voilà, vous avez un certain nombre comme ça de hiérarchies qui sont encore présentes. Voilà. Juste une dernière question tout de même, puisque tu as parlé de la grève qui est un topos, voilà, une figure très très récurrente dans ce genre de film. Enfin là, elle est quand même au centre du film. Oui.
voilà, c'est même le sujet central. Et est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment cette grève, alors qui est évidemment un élément de scénario, un élément dramatique, etc., mais ça fait aussi partie de cette documentation sociale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette représentation de cette grève-là, dans ce contexte-là, de ce film-là? Voilà. Alors, ce qui est quand même très intéressant dans cette grève-là, mais qui est malgré tout commun, je suis un peu désolée, mais qui est malgré tout commun à d'autres grèves, c'est qu'effectivement, elle naît au sein de l'atelier. Donc ça, c'est extrêmement important, mais sous influence extérieure, puisqu'on a ce personnage, donc le professeur, qui vient, et c'est lui qui, quelque part, met un peu le feu aux poudres, alors qu'il n'est pas forcément ouvrier dans l'usine, on ne sait pas très bien d'où il vient. Moi, j'y vois Germinal. Voilà. C'est la même chose. Étienne Lantier, il vient de l'extérieur, et effectivement, il a un bagage intellectuel. Il a un bagage intellectuel. On a un parallèle ici qui est très très fort. Très très fort. Et à un moment donné, c'est vers la fin, oui, enfin presque vers la fin du film, pas tout à fait, c'est une femme d'ailleurs qui le dit, et elle dit ça marche beaucoup moins bien depuis qu'il est venu, depuis qu'il est là. Et ça, c'est une phrase qui est déjà dite aussi dans Germinal. Donc on retrouve exactement la même chose et la même construction à ce niveau-là. Après, la grève n'est pas la même, le contexte n'est pas le même, ça c'est évident. Et il y a un autre élément que j'ai trouvé moins intéressant, c'est que malgré tout, donc, on a quand même une espèce de microcosme social, puisque quelque part, le lien avec l'extérieur se fait par le train. Donc le professeur arrive, et je le vois encore là, descendre de son wagon, demander où il est, ce qu'il vient faire. Et on a la même chose après, quand les jaunes arrivent, ils arrivent avec le chemin de fer. Donc quelque part aussi, le lien avec l'extérieur, il se fait par l'industrie. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Et en fait, quand on veut s'en échapper, on ne peut pas, puisqu'on se fait écraser par le train en question. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos trois spécialistes? Oui. Alors moi j'ai la faiblesse de penser qu'un film qui nous émeut, même quand il est très ancien et qui vient de l'étranger, c'est parce qu'il nous parle d'aujourd'hui. Je vous passe tout de suite le micro, mais c'est par rapport à la réflexion qui a été faite sur la Casa del Papel. C'est vrai que le professeur Mastroianni est une figure quasi sociologique de Turin de la fin du XIXe siècle, puisque c'est la figure de l'instituteur socialiste qui va au peuple, hein, et qui est une caractéristique vraiment de l'organisation du Parti socialiste italien de l'époque. Mais la Casa del Papel, vous le savez tous, a rendu extrêmement célèbre un chant qui était déjà très connu, qui est aussi Bella Ciao. On sait que les scénaristes donc, ont utilisé Mastroianni comme personnage pour construire le personnage du professeur de la Casa del Papel, mais donc la chanson Bella Ciao, elle est associée à la résistance italienne, même si les résistants italiens ne la chantaient pas, puisque les résistants italiens chantaient essentiellement Fischia il vento, une adaptation italienne d'un chant traditionnel russe soviétique, que vous connaissez, hein, c'est l'hiver qui frappe à notre porte. Bon. Et sous parole communiste, puisque Fischia il vento, c'est le grand chant de la résistance communiste italienne. Je passe la parole au public. Pardon, c'est moins une question qu'une réflexion, mais ce que vous disiez, madame, sur les gestes du travail me faisait penser à un film très contemporain. Et je suis désolé s'il est un tout petit peu hors sujet par rapport à l'Italie, mais qui est le documentaire de Wang Bing qu'on a vu en début d'année. Et il me semble qu'il y aurait une double séance assez édifiante à faire sur le sujet de l'industrie du tissu et la mondialisation de celle-ci et ce que sont devenus la non-mobilisation et le non-pouvoir de mobilisation. Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, petite anecdote, une acérie de Longwy a été démontée en 1985 à la fin des usines ici pour être reconstruite totalement en Chine. Donc on aurait pu utiliser les savoir-faire des anciens ouvriers pour les faire travailler en Chine dans d'autres conditions que de les mettre au rebut ou au chômage. À quel endroit était installée cette usine de Longwy en Chine? À Yuan,
Et alors c'est vraiment terrible parce que le virus en retour, 30 ans plus tard, a décimé les quelques travailleurs qui restaient encore de la période des 30 glorieuses. Je le dis parce que dans l'épidémie de Covid, quand même, il y a un euphémisme de la statistique française qui consistait à dire que la maladie avait surtout frappé les personnes âgées qui étaient nées en dehors de la France. Ça veut dire quoi, des personnes âgées qui sont nées en dehors de la France? Ça veut dire des travailleurs immigrés. C'est peut-être important de rappeler que les travailleurs immigrés ont construit la France. Non, c'est juste une remarque. Gianni Amelio a fait un film sur un transfert d'usine, la Stella Canonce, où l'on voit une usine génoise transportée en Chine et reconstruite en Chine, et un ingénieur italien part en Chine parce qu'il a l'impression qu'on a oublié de régler certains appareils et que une des machines risque d'exploser. Et pour éviter l'accident, il part seul en Chine pour contrôler ce qui se passe. L'étoile imaginaire en français. Alors, est-ce que cette organisation d'une grève vous a donné des idées pour en organiser une de votre côté? Je ne sais pas, puisqu'il y a des gens dans la salle. Si vous avez été ému, c'est que quelque part le film vous a parlé, et vous a parlé d'aujourd'hui. Donc, pas de questions parmi vous, les jeunes? Pourquoi les jaunes? Bonne question. Messieurs, mesdames, historiens, pourquoi les jaunes? Pourquoi les jaunes sont jaunes? Oui, je me pose la question, pourquoi les jaunes? Pourquoi est-ce qu'on les appelle les jaunes? On dit Kroumiri, on ne dit pas les jaunes. Pourquoi les jaunes? Alors, il y a deux versions, je me lance, hein, j'y vais. Donc, il y a deux versions. Il y a une époque où, effectivement, quand le patronat est obligé d'embaucher un certain nombre de personnes pour pouvoir les distinguer, savoir qui il devait payer de ceux qui, effectivement, faisaient la grève. Donc, on leur mettait un genet à la boutonnière. Donc, c'était une manière de reconnaître qu'eux étaient volontaires pour le travail. Et puis il y a d'autres versions qui parlent, alors c'est plus nébuleux à mon sens, qui parlent effectivement de vitrages jaunes et de papier jaune qui étaient sur les ateliers pour protéger justement les personnes qui étaient embauchées et qu'on ne voulait pas qu'on voie, alors que les autres attendaient dehors évidemment et revendiquaient. Voilà, donc dans les deux versions que moi je connais, il y en a peut-être d'autres. Mais il n'y a pas de vraie origine, ça s'est propagé ensuite et le terme, effectivement, a été beaucoup utilisé en France, quel que soit le domaine d'ailleurs. Mais bon, on a toujours un terme, hein, quel que soit le pays d'ailleurs, il y a un terme pour justement catégoriser ces gens qui eux aussi ont besoin de travailler. On l'entend bien d'ailleurs dans le film. Donc en italien, oui, en italien, c'est crumiro. Je complète, c'est aussi pour les syndicats qui sont du côté de créer exprès de la partie du patronat, on parle de sindacato giallo. C'était un peu de giallo aussi. Oui, donc le giallo, c'est pas le slasher movie, hein, comme vous le savez tous, mais c'est le syndicat jaune, donc qui n'est pas rouge. Pas de questions? Questions. J'avais une question qui se ressent pas forcément uniquement sur ce film-là, mais j'ai remarqué quelque chose dans les films italiens en général, c'est le travail du son et du bruitage. Je sais que dans le film, enfin, j'ai entendu très peu de musique, voire même pas de musique originale pour le film, mais beaucoup de chants revendicateurs qu'on a entendus. Mais un énorme travail du son, même des bruitages de pas, mais aussi un énorme travail au niveau des machines. Donc j'ai l'impression que le cinéma italien, il a une volonté d'être réaliste dans son approche, très proche des personnages. Et je ne sais pas si du coup cette présence de la lutte ouvrière dans les films italiens, ça a donné ce cachet-là au film italien, et si c'est aussi pour ça du coup que les films italiens en général ont cet aspect-là. Non, mais, pardon? Oui,
la base de cette présence du son, c'est le fait que le son est entièrement retravaillé après le tournage. En France, on enregistre en son direct. Hein. Le fameux silence on tourne, parce qu'en France, il faut qu'il y ait le silence sur le plateau pour que le son soit correctement enregistré sur le plateau, en direct. En Italie, il n'y a pas de silence on tourne. Il y a du bruit sur le plateau. Et est-ce que ça a conduit, je ne suis pas certain de la réponse, est-ce que ça a conduit, à partir du moment où on retravaille le son après le tournage, et qu'on a donc toute la tranquillité du studio pour éventuellement enregistrer des bruits ailleurs, et les amener et les, en quelque sorte, les greffer sur la bande du film, c'est possible. Hein. C'est possible que ce soit ça qui a amené les Italiens peut-être à avoir une oreille plus attentive, effectivement, parce que dans le cinéma, on distingue la bande internationale qui est ce qui ne change pas d'une version à l'autre. Si on double le film en français, la bande son que l'on entend par derrière, c'est la même, quelle que soit la langue parlée dans le film. Ça ne bouge pas, c'est ce qu'on appelle la bande internationale. Et ce qu'on change, notamment quand on travaille sur des films qui sont importés, parce qu'on pense toujours au problème du tournage, mais il faut penser aussi aux films qui sont importés. Quand on les importe, il faut leur changer la bande. Si on veut les faire circuler dans des salles commerciales où les gens, aujourd'hui évidemment ici à Villebru, avec les habitudes que nous avons, la question ne se pose pas. Mais dans d'autres cas, l'italien est doublé, quoi, pour que le film puisse circuler facilement, notamment à la télévision, ce qui est quand même paradoxal, on le double. Bon. Donc dans tout ce travail d'élaboration sur la bande son, il se peut que ça ait conduit à une plus grande sensibilité vis-à-vis de l'espace sonore qu'il y a dans le film. Il y a aussi le rôle de la chanson, parce que quand même, c'est Carlo Rustichelli, qui est un grand compositeur de musique des films de la comédie italienne, qui a repris une chanson d'Émilie-Romagne qu'il situe à Turin et qui l'a modernisée et qui donne le rythme, hein, c'est notte giorno a lavorare, di mangiare, non c'è tempo, vieni insieme a sciopperare, vale il tempo di non mangiare. Vous crevez la dalle, je le sais. Donc la chanson dit quand même, elle dit nuit et jour à travailler, on n'a même pas le temps de manger, viens avec nous pour faire la grève, ça vaut le coup de ne pas manger. Hein, donc vous voyez, vous pouvez, à défaut de ne pas faire la grève ou de faire la grève, vous pouvez regarder un film, qui regarde un film mange. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions. Fabrice, je rajoute juste une invitation, parce que cette image, pas vraiment l'image, mais cette observation très juste du bruit des machines, ça m'a évoqué un autre film central quand même dans la représentation du travail ouvrier en Italie, la classe operaia va in paradiso, la classe ouvrière va au paradis de Elio Petri, pour voir aussi à la distance d'une décennie à peu près comment ça évolue sur les écrans italiens. Je vous invite vraiment à, disons, intégrer cette vision avec... C'était le film chouchou du festival dans les années 70 et 80. Les vieux schnocks qui sont ici avec moi vieux peuvent le confirmer. Et là, vraiment, il y a un travail sensoriel aussi sur cette idée d'aliénation qui vient évidemment de la pensée marxiste, mais comment on peut traduire cela dans les images, le rythme du montage et effectivement le bruit. Donc un usage qui n'est pas réaliste de bruit dans le sens de la transposition exacte de ce qu'on entend et de ce dans le monde de ce qu'on entend dans une salle de cinéma, mais qui est d'une certaine manière réaliste dans le sens de l'impact, de l'effet psychologique de ce qu'on vit en tant qu'ouvrier dans un contexte d'usine. Il y a une question ici. Oui.
Juste pour préciser, parce qu'on est sur le bruit des machines, il faut quand même que je dise quelque chose. Juste pour dire qu'effectivement, dans les usines de tissage, comme partout ailleurs d'ailleurs, on avait surtout à cette époque-là beaucoup de problèmes de surdité chez les ouvriers, hein, qui étaient liés évidemment au bruit des machines. Donc, mais parmi nous, tous ceux qui ont quelqu'un qui a travaillé soit à la mine, soit à la sidérurgie, c'est très bien que la personne, elle entende mal. Elle ne le fait pas exprès de faire répéter. C'est juste qu'effectivement, ces conditions de travail l'ont obligé effectivement à augmenter le son en permanence, et ça a créé vraiment de grandes difficultés. Voilà. Et la musique bruit de la classe ouvrière au paradis, c'est le grand Ennio Morricone, que vous connaissez, c'est le musicien des films Spaghetti, entre autres. Il était une fois dans le monde. Il y a deux questions ici. Pour moi, l'un des aspects qui m'a le plus touché dans le film, c'est forcément toujours le jeu de Marcello Mastroianni, que je trouve qu'il est un acteur qui est fantastique. En fait, dès qu'il est à l'écran, il prend juste la vedette. Et en fait, j'avais une question, c'est comment il s'est positionné en fait en tant que autant cette figure en fait du cinéma italien de l'époque, et s'il avait fait des études, s'il avait fait du théâtre, et si en fait comment il arrivait à être l'acteur qu'est Mastroianni finalement. Je dirais que c'est un peu arrivé à son insu. Parce que c'est pas quelqu'un qui avait un plan de carrière. Quand il tourne dans la Dolce Vita, qui va être l'articulation, juste avant, il fait des personnages de jeunes hommes, notamment, puisqu'on l'a cité dans Le Pigeon, hein, où il est même franchement ridicule, où il donne à manger à son bébé, avec un chapeau, un béret enfoncé sur la tête. Donc aucun souci, et je dirais que lorsque Fellini le recrute, Fellini lui-même ne se rend pas compte, il recrute Mastroianni pour ce qu'il est, tel qu'il le perçoit, c'est-à-dire un bon garçon sympathique, et Mastroianni va complètement lui échapper, parce qu'il a des qualités naturelles. Bon, il a fait 3 ans de théâtre avec Visconti quand même, hein, faut pas oublier. Visconti, dans l'immédiate après-guerre, a une compagnie théâtrale dont le protagoniste masculin est Mastroianni, parfois Gassman, et donc d'ailleurs lui-même, quand on l'interrogeait sur son jeu, n'hésitait pas à faire référence au fait qu'il avait été entre les mains de Visconti et qu'on n'est pas dans les mains de Visconti pendant 3 ans sans qu'il en reste des traces, même si par la suite il fait très peu de théâtre. Sa dernière apparition, c'est du théâtre, à la fin de sa vie, mais il en fait assez peu. Il a suffisamment de travail au cinéma, et avec une capacité d'absorption qui est exceptionnelle. Je trouve que vous avez tout à fait raison, quand il entre dans le champ, on ne voit plus que lui, quoi, hein. Il a une capacité à attirer les regards, et s'il arrive cela, c'est parce qu'il est naturel. C'est pas quelqu'un qui compose, il ne compose pas un personnage, il est le personnage. Et en plus, il y prenait un plaisir, il trouvait que c'était formidable. En français, on joue, en italien, on récite, recitare, tandis qu'en français, on joue. On joue une pièce, on joue un personnage, et il y avait dans cela quelque chose dont il ne s'est jamais lassé, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Alors il y a une question ici de Mazarin. Juste un complément, pardon. Ces deux sens, enfin jouer donc en français recitare et en italien, il me semble que Mastroianni lui-même a exprimé, enfin si en fait, je sais pas qu'il me semble, j'ai entendu sa fille Chiara Mastroianni le dire, que lui-même justement louait le français. Parce qu'en français, on dit jouer et pas recitare. En fait, lui, ça ne lui plaisait pas l'idée de recitare, c'est-à-dire réciter, le mot qui veut dire jouer et faire l'acteur en fait en italien, et qu'il préférait le mot français qui était jouer, parce que justement c'était dans le jeu. Et juste aussi pour terminer, rebondir sur ce que tu as dit, c'est étonnant quand même, et pour revenir à votre remarque, cet immense talent de Mastroianni qui a été quand même le produit, donc, qui est passé par les mains, comme tu as dit, de Visconti d'un côté, de Fellini de l'autre, qui étaient probablement les 2 personnes qui se haïssaient le plus au sein du cinéma italien, et lui qui arrive à tirer son épingle et à construire sa carrière malgré ça. Je propose que ce soit la dernière question.
c'est le propos de Madame Mariotti qui m'a en fait un peu fait réfléchir sur les représentations du militantisme au cinéma. Donc c'est une réflexion un peu à chaud, donc c'est une remarque, une question, peut-être que vous pourrez prolonger. Mais en fait, même s'il y a il y a souvent un élément extérieur un peu qui vient un peu déclencher la révolte, il y a quelque chose qu'on remarque toujours dans les films qui mettent en scène le militantisme, c'est le côté très collectif, en fait, le côté l'émulsion, en fait. Et les médias aiment beaucoup ériger des héros de l'activisme ou du militantisme en faisant croire, je pense par omission, que c'est des gens qui ont mené des combats seuls, qui ont été à l'initiative seuls de combats, alors qu'en fait on oublie très souvent que le militantisme, le syndicalisme, c'est quelque chose vraiment de collectif. S'il n'y a pas de collectif, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et les représentations cinématographiques du militantisme le montrent, je trouve, peu importe même le milieu et les raisons du militantisme. Ça me faisait un peu penser à 120 battements par minute aussi parfois dans le schéma narratif, les éléments déclencheurs, et que ça montre bien que voilà, même à travers les époques, en fait, le militantisme c'est le même, en fait, le schéma du militantisme est le même. La seule chose qui change peut-être un peu, c'est l'autogestion, le côté plus codifié, plus régulé, en fait, mais vraiment cette autorégularisation de son propre militantisme, où on voit que là, peut-être dans E-Company, c'est un peu plus disparate des fois la façon dont ils s'organisent, parce que c'est une première aussi pour eux. Et voilà, on oublie parfois que il y a quelque chose de très pratique et matériel dans le militantisme, c'est le fait de se retrouver en AG et de voter à main levée. Enfin, il y a quelque chose qui transcende un peu toutes les époques avec ça. Et les films qui mettent en scène le militantisme le montrent très justement, je trouve. Oui, je vous rejoins parfaitement. Donc effectivement, c'est clair qu'il y a du collectif derrière un individu qui, en l'occurrence, sert de leader, mais on a souvent ça, malgré tout. Mais le collectif est important, sans le collectif on ne fait rien, et c'est bien la base de tous les chants qu'on a pu entendre jusque-là, et même encore de la création de l'internationale ouvrière. Donc on est bien dans cette optique-là. C'est bien une internationale qui crée le lien entre tous les ouvriers d'Europe. Donc quelque part c'est aussi ça que ça montre exactement dans le film, et par les différents personnages qui en fait quelque part s'approprient cette histoire de grève, puisqu'ils n'ont pas tous la même représentation de la grève. En réalité, si on devait vraiment détailler et faire très attention, il y a ça aussi derrière les images qui nous sont montrées. Donc, et puis, il y a d'autres, comment est-ce que je pourrais dire, il y a d'autres films aussi qui évoquent ce que vous parlez, enfin ce que vous dites à propos du militantisme, et notamment, moi j'ai en tête par exemple La vie est à nous de Jean Renoir, où on a justement un lien très fort avec le chronomètre. Ça revient sans cesse, ces histoires-là, et on voit que le collectif est là parce que justement il faut lutter contre quelque chose de particulier. Et là, l'élément déclencheur, le chronomètre il est là, mais c'est pas l'élément déclencheur dans La vie est à nous. L'élément déclencheur, c'est justement un ouvrier trop âgé parce qu'il n'arrive pas à suivre la cadence, qui est licencié. Donc voilà, donc on a toujours aussi, malgré tout, à côté d'une figure, à côté d'un collectif, on a aussi des éléments déclencheurs. Bien. Juste dire un mot, c'est la fin. Qu'en pensez-vous? Parce que qui a gagné, qui a perdu? C'est une victoire pour le futur, la défaite dans ce film-là. À mon sens, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, n'est-ce pas? Enfin, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, parce qu'on l'a fait 2-3 fois, bon, on est quand même en 2024. L'intention de Monicelli, c'était de montrer qu'une défaite pouvait être aussi une leçon pour l'avenir. Complètement, parce qu'il est, comme ça a été rappelé, militant socialiste, et que le film a été montré, projeté à l'occasion du 35e anniversaire, du 35e congrès du Parti socialiste, en 1963, où il a provoqué un peu des bagarres entre l'aile gauche du PS et l'aile droite, puisqu'une partie du PS, à ce moment-là, du Parti socialiste italien, décide d'entrer dans des coalitions de gouvernement avec la démocratie chrétienne, donc parti de droite, centre-droit, on dit en Italie, qui est hégémonique. Et je rajoute juste une phrase, cette trajectoire d'une défaite qui devient une leçon, d'une certaine manière, la trajectoire du film même, parce que le film n'a pas de succès quand il sort, il n'est pas un film, disons, bien compris, bien apprécié par le public ou par les festivals,
Mais effectivement, dans la longue durée, comme le disait Jean-Gélie tout à l'heure, c'est un classique. Et sa valeur a été redécouverte. Et c'est merveilleux que ça puisse être, disons, montré aussi dans un contexte comme celui-là et pour un public comme celui-là. Monicelli s'est aussi beaucoup basé sur les écrits de Paolo Spriano, spécialiste de l'histoire de la classe ouvrière à Turin à la fin du XIXe siècle, mais aussi historien communiste qui a écrit une très grande histoire du Parti communiste italien, parce qu'en fait, à l'époque, le grand parti de la classe ouvrière, c'est le Parti communiste italien, qui par ailleurs revendiquait qu'on mette en scène dans les années 60 une défaite. Mais globalement, les communistes italiens ont quand même apprécié le film, contrairement à ce qu'on raconte parfois en Italie. Avant de conclure, Jean, si tu le permets, je voudrais rajouter quelques mots à propos de la du son dans le cinéma italien. Alors, bon, il est vrai que dans les films des années 60, avant et pendant de longues années, le technicien du son apparaît au générique de fin, à côté de la maquilleuse, etc. Bon, ceci dit, au jour d'aujourd'hui, cette technique a évolué et le technicien du son, sur une prise à dialetta, se trouve dans le générique de début avec des autres techniciens principaux du film. Bien, il me revient de conclure cette matinée en remerciant évidemment les participants d'abord qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Vous remerciez-vous, et ce film, finalement, pour nous, pouvait figurer dans deux catégories. C'était l'hommage à Mastroianni, mais il aurait aussi pu figurer dans la rétrospective que nous avons intitulée cette année « Travailleurs, travailleuses et algorithmes ». Nous avions déjà fait une rétrospective sur le cinéma représentant le travail il y a en 2009. Voilà, que nous avions intitulé à l'époque « Quand la classe ouvrière allait au paradis ». Et nous avons décidé de reprendre 15 ans après le thème avec d'autres films qui présentent d'autres réalités, beaucoup moins collectives, beaucoup plus individuelles, ayant affaire à un management tout à fait différent et avec la présence, naturellement, de nouvelles conditions de vie et de travail. Et si vous le souhaitez, ben vous avez à disposition encore pendant quelques jours cette rétrospective, entre autres avec un film qui nous a inspiré et que nous reprenons d'ailleurs pour la 3e fois, qui s'appelle « E noi come stronzi restiamo a guardare ». Et nous, comme des cons, on reste là à regarder passer les trains. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette matinée. Et